Un grand angle consacré ce soir au diesel, de la colère en Allemagne. Les agriculteurs allemands se mobilisent depuis plusieurs semaines contre la suppression de 2 niches fiscales, la ristourne fiscale sur le diesel agricole et l'exemption historique d'impôts automobiles pour les véhicules agricoles. Assiste-t-on aux prémices d'un mouvement semblable aux Gilets jaunes français? On en parle avec notre invité Étienne Doubslav. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur spécialiste de l'Allemagne. Avant de vous donner la parole, on retrouve notre correspondant à Berlin, David Philippot, qui nous fait un point sur la situation. C'est la question du carburant agricole qui a tout déclenché et plus précisément la suppression de l'aide fiscale sur le diesel. Jusqu'à présent, le gouvernement rembourse 21 centimes d'euros par litre aux agriculteurs. Mais mi-décembre, on les a mis devant le fait accompli. L'Allemagne avait besoin de 17 milliards d'euros pour boucler son budget 2024. Dans un premier temps, il était aussi question de taxer les véhicules agricoles. Le gouvernement a rétropédalé, ce qui n'a pas pour autant calmé la fronde. Alors au fond, cette mesure n'est pas si douloureuse pour les agriculteurs allemands, ils le disent eux-mêmes, mais elle leur paraît injuste puisqu'ils vont porter à eux seuls 10% de l'effort budgétaire de l'année. Pour 1 milliard d'euros économisés, Olaf Scholz récolte un mouvement social qui a déjà un coût politique important. Ça donne une impression d'improvisation, d'amateurisme, comme si le gouvernement avait pris sa décision sans véritablement la sous-peser. Et c'est exactement ce que les Allemands reprochent depuis des mois au gouvernement allemand. Voilà pourquoi cette révolte venue des campagnes est autant soutenue par la population. Une révolte des campagnes soutenue par la population. Étienne Doubslav, êtes-vous surpris par ce mouvement des agriculteurs allemands? Alors oui, ceci dit, ce n'est pas sans précédent non plus en Allemagne. Mais ce qu'il faut voir ici, je crois, c'est que c'est comment dirais-je, un mouvement social qui prend de l'ampleur rapidement, qui va peut-être, on verra, trouver des cadres plus larges. Dans un pays qui n'a pas tant l'habitude de voir des grandes manifestations se dérouler comme ici. L'argument premier, David Philippot commence à en parler, l'argument premier, c'est des questions budgétaires ou c'est la question écologique? Alors ça, je pense que c'est une question tout à fait importante. D'une part, il y a les questions budgétaires, effectivement, et il y a le fait que les agriculteurs ont du mal parfois à survivre, surtout les petits. Mais il y a aussi une vraie question idéologique, je pense, et un conflit écologie versus monde rural, donc aussi centre-ville, ruralité, qui se cristallise aussi dans une haine, ou en tout cas dans une forte opposition au ministre vert du gouvernement, dont le ministre de l'économie, Robert Habeck, qui a été pris à partie assez violemment récemment en essayant de rentrer de vacances. Donc on se concentre aussi contre eux. Et le fait de s'attaquer, entre guillemets, aux niches fiscales des agriculteurs, effectivement, est vu aussi comme une lutte contre les campagnes. Une lutte contre les campagnes. Hans Stark, Joachim Rückwied, le chef du principal syndicat agricole, a déclaré qu'il encourageait les négociations il y a quelques jours. D'ailleurs, il y a pas une ligne, on va dire un compte à rebours, mais jusqu'à ce soir, il a dit, il souhaite obtenir des résultats. Est-ce qu'on peut s'attendre à une sortie de crise rapide, selon vous, ou est-ce que ça peut s'enliser? Alors, ça, l'avenir nous le dira, évidemment. Il y a la menace aussi de ritualiser les choses et de recommencer le lundi. Alors, le lundi n'est pas innocent dans l'histoire allemande, et là, je vais quasiment me contredire, puisque déjà au début des années 2000, il y avait la contestation sociale contre les réformes Hartz, qui étaient des lois sociales sur le travail, la réforme du travail. Avec le puissant syndicat IG Metall, notamment, qui était en première ligne. Absolument, qui faisait déjà des grandes manifestations le lundi. Et ces manifestations elles-mêmes reprenaient les manifestations du lundi, qui nous ramènent à 89-90, qui étaient les manifestations en Allemagne de l'Est pour exiger la révolution pacifique. Donc cette ritualisation, ces manifs le lundi, ce n'est pas innocent. Et ça permet aussi au peuple de s'affirmer avec la formule de 89-90, nous sommes le peuple, contre l'élite, contre Berlin, contre ce pouvoir qu'il juge illégitime. Alors, pour répondre à ces agriculteurs, le gouvernement allemand a annoncé des modifications au compromis budgétaire. Ces modifications prévoient notamment le maintien de subventions agricoles et des coupes dans un fonds de protection de la mer. Comme on dit, on déshabille Paul, et on connaît la formule.
Qu'est-ce que ça peut apporter ces prochaines semaines? Qu'est-ce que ça nous dit au fond de la société allemande? On évoque tout de même lundi soir porte de Brandebourg, pas seulement des agriculteurs, mais d'autres professions. En clair, c'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement type gilet jaune qu'on a vu en France? Alors, ça, là aussi, l'avenir nous le dira, évidemment. Je note quand même quelques différences avec les gilets jaunes. D'une part, en Allemagne, le mouvement, en tout cas pour l'instant, agricole, est très structuré, c'est très organisé. C'était pas vraiment le cas dans les Gilets jaunes. Ensuite, les Gilets jaunes étaient quand même aussi très décentralisés, ce qui n'est pas le cas, puisque là, on manifeste à Berlin. Et enfin, peut-être troisième différence, les agriculteurs et ceux qui les rejoignent, apparemment, c'est des entreprises comment dirais-je, des artisans, voilà. Les agriculteurs aussi, ici, ce sont des chefs d'entreprise, des chefs d'exploitation, là où les gilets jaunes, c'était plutôt des employés. Hein, et donc, ce n'est pas tout à fait le même cadre social. C'est pas le même profil. Est-ce que ce mouvement que l'on voit aujourd'hui en Allemagne est un coup dur pour le chancelier allemand Olaf Scholz? Il y a des élections qui se profilent notamment. Alors absolument. Il y a deux sortes d'élections. D'une part, bientôt, c'est-à-dire cette année, nous avons les élections européennes, hein, en 9 juin exactement, et en septembre, il y a 3 grandes élections qui sont des élections test, puisque ce sont des élections qui vont se dérouler dans le Brandebourg, en Saxe et en Thuringe, 3 Länder d'Allemagne de l'Est, de ex-RDA, où l'AfD, le parti d'extrême droite, pourrait arriver en tête. 3 Länder aussi où les libéraux, qui sont au gouvernement fédéral, risquent de ne pas entrer au gouvernement régional. Donc, la question de savoir si on va pouvoir maintenir le cordon sanitaire autour de l'extrême droite, si on va pouvoir continuer à construire des gouvernements régionaux sans l'extrême droite, se pose. Si ce n'est pas le cas, l'entrée dans les gouvernements régionaux dans un premier temps de l'AfD posera des vrais problèmes. Au niveau national, les élections auront lieu en septembre de l'année prochaine, donc 25. Et là aussi, quand on regarde les sondages actuels, l'AfD est le deuxième parti d'Allemagne. Actuellement, il est crédité de 22 à 24%, juste derrière l'opposition de droite classique, si je puis dire, tandis que les partis de gouvernement sont sont menacés. Hein. Je parle de ça parce que l'AfD essaye évidemment de récupérer le mouvement agricole, en l'occurrence, et fait feu de tout bois, et aime à jouer sur cette opposition entre les campagnes délaissées et le centre, contre ceux de là-haut, contre les élites, contre les intellectuels. Voilà, exactement. Et donc, on n'aura peut-être pas de mal à récupérer ce mouvement. Et c'est en ça que ce mouvement est très dangereux. Parce que pour l'instant, lundi dernier, ils étaient, je crois, 10 000 manifestants. C'est impressionnant, bien sûr. Les images sont impressionnantes. Mais ce n'est pas en soi révolutionnaire. En revanche, si l'AfD parvient à capitaliser, là, ça peut vraiment faire un séisme dans la classe politique allemande en général, et pour répondre à votre question, fragiliser encore plus le chancelier Scholz. Olaf Scholz, l'extrême droite monte en puissance au fil des années en Allemagne. Ça avait commencé sous Angela Merkel, ça continue sous Olaf Scholz. Quel bilan tirez-vous depuis l'arrivée d'Olaf Scholz au pouvoir? J'allais presque vous dire, de quoi cette crise des agriculteurs est-elle le nom? On sait toujours que quand il y a le carburant, c'est un peu c'est la mèche en fait qui explose, mais il y a toujours un substrat. Alors, il y a plusieurs choses. Là, effectivement, je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase pour les agriculteurs. Mais vous avez le problème de ce gouvernement qui est un gouvernement transbord, si vous me permettez l'expression. De coalition, mais avec des écologistes et des sociodémocrates qui sont du centre-gauche et les libéraux qui sont du centre-droit. Et depuis le début, depuis que cette coalition a été créée, les écologistes et les libéraux, notamment, tirent à hue et à dia, et Scholz est un peu au milieu, un arbitre un peu faible. Et donc, cette coalition a dû être créée parce que, tout simplement, en faisant ce cordon sanitaire autour de l'AfD, il n'y avait pas tellement d'autres possibilités, sauf à faire une nouvelle grande coalition. Donc, entre sociodémocrates et chrétiens-démocrates. Et donc,
ce chancelier Scholz que personne n'attendait en fait. Il doit composer avec tous il doit composer avec voilà, et il peine pour l'instant à s'imposer. Il reste beaucoup en retrait. Il laisse la droite, le centre droit et le centre gauche un peu s'écharper. Et à la fin, quand il le faut, il tranche, mais le plus discrètement possible. Et cette hésitation est un peu mal vue parce qu'elle ne plaît en fait à personne, si vous voulez. Ce gouvernement peine à convaincre parmi ses soutiens, mais et surtout parmi l'opposition, bien sûr. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début de cet entretien, c'est le mot inflation. Oui. Les agriculteurs, comme tous les citoyens allemands et comme de nombreux dans le monde, doivent composer avec cette augmentation des prix, notamment des prix de première nécessité, du quotidien. Où en est l'Allemagne face à cette inflation? Alors, sur le plan général, en 2023, l'inflation a été d'environ 6%, mais de 12,5% quand même sur la nourriture. Alors, pas seulement première nécessité, mais sur la nourriture, et sur près de 6% aussi sur l'énergie. Et donc, là aussi, toucher à l'énergie, ça peut faire mal, parce que déjà comme ça, les coûts de l'énergie augmentent. Si vous rajoutez en plus des taxes dessus, là, ça devient difficile. Et là où le gouvernement, par ailleurs, a tenu ses promesses, par exemple, en rehaussant significativement le salaire minimum pour le faire monter à 12 € brut de l'heure, eh ben, il devient difficile parfois de survivre même en travaillant. Et c'est peut-être là qu'il y a une parallèle à faire avec les Gilets jaunes qui justement, dont l'argument a été nous n'arrivons pas à vivre de notre travail. Et peut-être que si ça continue contrairement à ce qu'on avait dit, ce n'était pas forcément les classes les plus pauvres dans les Gilets jaunes. Il y avait même la classe moyenne qui disait on travaille, on n'arrive pas à subvenir à nos besoins et à élever nos enfants et à faire plaisir aussi à la famille. Tout à fait, tout à fait. Et cette menace plane sur l'Allemagne. Même dans les centres-villes, alors les niveaux de loyer sont beaucoup plus faibles que par exemple ici à Paris, mais néanmoins ils augmentent significativement aussi. Et là aussi, on commence à avoir une gentrification significative avec des classes moyennes inférieures qui sont obligées de quitter les centres-villes. Donc il y a quand même des parallèles, effectivement. On disait tout à l'heure l'extrême droite monte, on connaît le poids de l'histoire en Allemagne. Est-ce que l'extrême droite peut aujourd'hui percer jusqu'à arriver au pouvoir, ou est-ce que vous dites qu'on en est loin ? Alors, on en est loin. Oui, c'est ce que je n'ai pas dit sur l'inflation. Une question qui n'a rien à voir avec le mouvement des agriculteurs. Je le précise pour ne pas faire d'amalgame. On avance bien entendu dans cet entretien sur la vie politique allemande. Tout à fait. Alors, l'inflation est un chiffon rouge en Allemagne, beaucoup plus qu'en France, puisque ça rappelle l'hyperinflation des années 20 et 30, dont on sait où elle a mené. Donc, l'inflation et chômage, c'est vraiment quelque chose de catastrophique, si vous voulez, en Allemagne. Bon. Et qui nourrit effectivement quand même l'extrême droite. Pour l'instant, je le disais, il y a ce cordon sanitaire autour de l'AfD et au plan régional et au plan national. Mais dans les Landes que j'ai citées tout à l'heure, où il y aura donc des élections en septembre prochain, il sera peut-être mathématiquement plus possible de contourner l'AfD. Si partout l'AfD devient première puissance dans le paysage politique et que les autres partis ne parviennent pas à s'allier contre l'AfD. C'est un État fédéral et qu'on a des Länder, bien entendu, avec des gouvernements régionaux. Et qui ont des vrais pouvoirs. C'est pas rien. Et donc, il est possible, notamment en Saxe, notamment en Thuringe, que l'AfD entre au gouvernement. Je pense que ça n'arrivera pas tout de suite au plan national. Mais là aussi, il se normalise quelque part, si la droite, parce que ça risque d'être elle, fait tomber ce cordon sanitaire, il n'est pas exclu dans un moyen terme, il puisse... Qu'elle arrive aux responsabilités à différents niveaux. Une question pour finir, aux européennes, on l'a dit, 9 juin, élection européenne. En France, le Rassemblement national fait partie des favoris. Qui est favori en Allemagne ? À ma connaissance, c'est l'AfD qui est en tête. Ouais. Et si elle n'est pas en tête, elle est en deuxième position, juste derrière les chrétiens démocrates. Ils ont des députés européens aujourd'hui ? Ah oui, tout à fait. Ils ont des députés européens depuis 2014. D'abord 7, je crois, en 2014. Et en 2019, ils avaient commencé à être suffisamment importants pour former un groupe, alors pas autonome, mais avec le Rassemblement national, justement, avec les gars, et voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Étienne Doubslaff, merci à vous pour votre éclairage.